Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, après le revers infligé au président américain par la Cour suprême, Donald Trump a annoncé une surtaxe mondiale de 15% des droits de douane. Quel impact pour le continent africain et pour l'Afrique du Sud en particulier, l'un des pays les plus durement touchés? Explication à suivre. Nous parlerons aussi de la plus grande ferme de France qui a mis à l'honneur la Côte d'Ivoire. Le salon de l'agriculture déroule le tapis rouge au géant mondial du cacao et de la noix de cajou. Abidjan vient exposer son savoir-faire, ses ambitions et sa diplomatie agricole. Et notre focus politique s'intéresse aux fractures politiques en RDC. Et on reçoit un ancien pilier du pouvoir, ancien président intérimaire de l'UDPS, parti au pouvoir, premier vice-président de l'Assemblée nationale, condamné à 7 ans de prison pour outrage au chef de l'État, puis libéré en 2025. Jean-Marc Kabound est aujourd'hui l'un des opposants les plus virulents à Félix Tshisekedi. Dialogue inclusif, crise dans l'Est, légitimité du pouvoir. Il est notre invité ce soir. On ouvre avec le Soudan où les FSR ont attaqué la dernière position de l'armée au Darfour hier dans le village de Tina à la frontière tchadienne. L'armée a d'abord fui en direction du Tchad avant de contre-attaquer et de reprendre Tina. Ça annonce probablement une série d'attaques comme il y en a déjà eu précédemment sur d'autres villes avant leur capture. Bastien Renouille. En attaquant Tina, les forces de soutien rapide avaient un double objectif. Bien évidemment, un objectif militaire. Tina est le dernier bastion de l'armée soudanaise au Darfour. Il y a là des hommes, des munitions ou encore de l'artillerie. Capturer Tina permettrait aux forces de soutien rapide de s'assurer qu'une tentative de reconquête du Darfour ne puisse pas commencer à partir de cette partie du Soudan. Et puis, il y a aussi l'objectif d'humilier l'armée soudanaise, montrer que les forces de soutien rapide sont parvenues à totalement les exclure de cette région. L'attaque a commencé samedi matin. Les forces de soutien rapide ont réussi à prendre le contrôle de la ville. Elles ont publié de nombreuses vidéos montrant les hommes des FSR pavoisant au cœur de Tina. Elles ont forcé l'armée soudanaise à fuir en direction du Tchad voisin. Tina est une ville frontalière. Et quelques heures plus tard, l'armée, bien aidée par des groupes armés locaux qui lui sont alliés, sont parvenus ensemble à reprendre le contrôle de la ville. Et ce dimanche, les FSR ont attaqué à de multiples reprises, mais l'armée a, semble-t-il, réussi à les repousser à chaque fois. Alors, c'est particulièrement important pour l'armée de garder le contrôle de cette ville. Je vous le disais, il y a cet objectif militaire d'éventuellement tenter de reprendre le Darfour. L'armée l'a déjà annoncé à de multiples reprises. Pour l'instant, l'offensive n'a pas commencé, mais si elle perdait Tina, elle ne pourrait pas y parvenir. Ce serait extrêmement compliqué, alors qu'elle est déjà en difficulté dans de nombreuses régions du Soudan, notamment au Kordofan, où au cours des derniers mois, les FSR ont beaucoup progressé. Et on parle de cette nouvelle surenchère américaine des droits de douane. Après la décision de la Cour suprême d'annuler les vastes droits de douane, le président Trump a décidé une nouvelle taxe mondiale, une surtaxe même de 10 à 15%. Et quel serait l'impact sur les économies africaines et notamment sur l'un des pays les plus durement touchés, de l'Afrique du Sud? Élément de réponse avec Clémence Valère. Le 7 août dernier, Washington frappe fort. Les exportations sud-africaines vers les États-Unis seront désormais taxées à 30%. À l'exception de l'or, du platine et d'autres minerais, qui représentent plus d'un tiers de la totalité des produits exportés, mais sont vitaux pour l'industrie automobile américaine. Malgré cela, le FMI prévoit une croissance de 1,1% pour 2025. Seulement 7% de nos exportations sont dirigées vers les États-Unis. Et la majorité de ces exportations sont exemptées de taxes, car ce sont des minerais stratégiques. Le cours des minerais a explosé et donc les recettes générées par leurs exportations devraient largement compenser le coût des surtaxes pour l'économie sud-africaine. Les droits de douane américaines ne devraient peser que 0,2% sur la croissance du pays, selon la bourse sud-africaine. Pourtant, l'agriculture et le secteur automobile ont été particulièrement pénalisés par ces surtaxes. Les exportations automobiles vers les États-Unis sont passées d'environ 25 000 unités en 2024 à 6 530 en 2025. Mais l'Afrique du Sud les a réorientées vers l'Union européenne, deuxième partenaire commercial du pays.
L'Union européenne est un partenaire commercial très important pour l'Afrique du Sud, bien plus important que les États-Unis. Et l'une des ironies du régime tarifaire imposé par l'administration Trump est qu'il a conduit à un renforcement des relations commerciales entre l'Afrique du Sud et l'UE. Le FMI prédit une croissance d'1,4% cette année pour la nation arc-en-ciel. Mais avec l'annonce de nouvelles taxes douanières américaines, les experts appellent à la prudence. La Côte d'Ivoire, pays invité d'honneur cette année au Salon de l'agriculture, autrement appelé la plus grande ferme de France. Au programme, des rencontres, des conférences, mais surtout la découverte des produits locaux. Natalia Ruiz nous fait un petit tour du stand ivoirien Porte de Versailles. Akouaba, nous sommes ici dans ce petit bout de la Côte d'Ivoire au Salon de l'agriculture de Paris. C'est aussi l'occasion pour des centaines de producteurs ivoiriens de faire connaître leurs produits, de faire connaître leur savoir-faire. Nous avons discuté avec certains d'entre eux. Nous voulons promouvoir l'origine ivoirienne parce que beaucoup ne savent pas que nous sommes premier producteur mondial de noix brutes de cajou et nous avons à cœur justement de faire savoir ça, de valoriser notre anacarde, de montrer la qualité de nos produits et surtout de faire savoir que nous sommes numéro 1. Vraiment, être aujourd'hui au Salon international de l'agriculture est une très belle opportunité pour nous, surtout les artisans torréfacteurs, parce qu'on a la possibilité de s'imprégner surtout des nouvelles techniques dans l'agriculture, mais aussi le salon est un hub pour nous nouer les liens avec des partenaires internationaux et aussi de vendre nos produits, de faire connaître le produit ivoirien. Le café est aussi mis à l'honneur. Entre 2000 et 2010, la production en Côte d'Ivoire a chuté. Mais depuis, il y a eu une volonté du gouvernement de redynamiser la production. Aujourd'hui, le pays occupe le 14e rang mondial. On a quand même des cafés Robusta qui sont vraiment très goûtus, qui ont vraiment du goût, qui ont une senteur très forte. Et c'est assez apprécié. Donc il faudrait que tout le monde puisse goûter ça et que ça se fasse connaître aussi. Ce salon est l'occasion pour la Côte d'Ivoire de montrer au grand public qu'il s'agit d'un pays qui est moteur de l'agriculture en Afrique, mais aussi le moment pour établir de nouveaux partenariats et de nouvelles coopérations avec la France et d'autres pays européens. Allez, on passe à notre focus de ce dimanche soir et on s'intéresse à la République démocratique du Congo avec une figure centrale du camp Tshisekedi. Hier, artisan de l'Union sacrée, Jean-Marc Kamoun a rompu avec le président en 2022 avant d'être condamné puis incarcéré à Makala. Libéré en février 2025, il dirige aujourd'hui son propre parti, l'Alliance pour le changement, et il plaide pour un dialogue inclusif, y compris avec les groupes armés. Mais il estime que Félix Tshisekedi fait partie du problème et ne peut pas fixer les règles du jeu politique. Jean-Marc Kamoun, merci et bienvenue dans le JTA. Merci beaucoup, madame. Alors, le président Félix Tshisekedi s'est dit ouvert au dialogue, mais à condition qu'il ne remette pas en cause les institutions. Vous refusez qu'il en fixe les cadres. Vous dites qu'il fait partie du problème. Concrètement, que proposez-vous à la place et qui doit organiser cette concertation ? Non, mais déjà, en disant que Félix Tshisekedi est parti au problème, nous pensons que nous avons totalement raison. Il y est pour... je crois il y est pour beaucoup. Prenons le cas de son serment vis-à-vis de la Constitution. Le fait pour nous de voir l'armée rwandaise occuper la ville de Goma, de Bukavu et ce qu'on a vu à Uvira, pour nous, Félix Tshisekedi a failli à son serment. Ça voudrait dire qu'il a échoué et on ne peut pas faire la prime. On ne peut pas faire une prime à l'échec. Mais qui doit organiser cette concertation alors, si ce n'est pas lui ? Justement. Mais également, nous avons dit que ce dialogue va traiter des causes internes. Et ces causes internes sont pour la plupart de la responsabilité de Félix Tshisekedi. Parce que si nous n'avons pas un État aujourd'hui, et si les conditions propices d'une gouvernance démocratique n'ont pas été mises en place, c'est Tshisekedi le problème. Mais nous disons ceci, un dialogue politique par essence, c'est un cadre qui met aux prises des gens qui ne partagent pas la même vision, des gens
qui se combattent, en fait, des gens qui ne sont pas d'accord sur un bon nombre de choses. Alors, on se demande alors comment est-ce qu'un camp politique qui est parti au problème pourrait décider de manière unilatérale les règles de jeu, fixer les lignes rouges, et nous disons non. Oui, d'accord, mais qui que nous venons d'énumérer. Dites-nous qui. Qu'est-ce que vous proposez en fait? Nous ça qui avons est pas demandé, clair. c'est justement ça, c'est le rôle que jouera la médiation. D'accord. Une médiation neutre qui pourra, dans son travail des contacts, pourra identifier le parti et recevoir leur cahier des charges, mettre en commun ces cahiers des charges pour établir le point de convergence et le point de divergence, afin de lancer finalement le dialogue. Donc pour l'instant, ce qui est clair, c'est qu'il ne faut pas que Tshisekedi fasse le cadre parce qu'il fait partie du problème. Ça, on vous a compris. Justement. Passons, s'il vous plaît, à l'Est maintenant. Vous appelez à un dialogue inclusif, y compris avec l'AFC M23. Est-ce qu'on peut dialoguer sans légitimer justement les groupes armés? Comment vous faites ça? Non, il n'est pas ici question de légitimer les groupes armés. Ces narratifs, nous l'avons, on le fait gober au peuple congolais. C'est un narratif manipulateur. Parce que tout le problème n'est pas de savoir qui va aller au dialogue. Mais la vraie question, c'est de savoir pourquoi nous allons au dialogue et quels résultats nous attendons de ce dialogue. Si la réponse est que c'est pour trouver la paix et la sécurité dans la partie Est, arrêter les tueries de nos compatriotes, faire en sorte que ceux qui sont dans des camps de déplacés reviennent dans leur milieu d'origine, ceux qui sont dans des pays étrangers comme réfugiés retournent au pays, nous disons clairement qu'il faut impliquer toutes les parties prenantes, impliquer ceux qui sont concernés directement dans cette insécurité à l'Est. C'est-à-dire y compris l'AFC M23. Mais justement, moi je pense qu'il faut à un certain moment évoluer avec les débats. Le gouvernement veut faire croire à l'opinion que les seuls problèmes que nous avons à l'est du pays s'appellent M23. Mais c'est faux. C'est faux. Les ADF continuent de tuer à l'est du pays. Vous avez les Codeco. Nous avons plusieurs groupes armés. Plus de 250 groupes armés qui opèrent à l'est du pays, qui tuent des Congolais. On ne peut pas résumer la question de l'insécurité de l'est du pays à l'AFC M23 et dire aux gens qu'on ne peut pas négocier avec l'AFC M23 parce qu'ils tuent. Est-ce qu'il n'y a que l'AFC M23 qui tue? Nous disons non. Oui, il y en a d'autres. Le problème est plus grand que l'AFC M23 et nous voulons cette fois-ci remettre les choses sur les rails, discuter de manière sérieuse, courageuse et sincère pour que la partie est de notre pays puisse retrouver la paix. Alors, on vous entend très bien sur cette question-là. Deux petites questions, si vous voulez bien, le temps file. D'abord, sur la partie de l'opposition. À Kinshasa, l'opposition peine à mobiliser. Il n'y a que des cavaliers seuls, on a l'impression. Est-ce que vous pouvez arriver, est-ce que c'est possible qu'il y ait une entente au sein de l'opposition ? Déjà, moi, je ne suis pas d'accord avec cette façon de voir les choses parce qu'aujourd'hui, on ne va pas demander à l'opposition de mobiliser dans un climat de confiscation totale de pouvoir. Vous avez à Kinshasa l'espace public qui est complètement confisqués, les opposants ne peuvent pas organiser des marches, ils ne peuvent pas organiser des manifestations publiques et de l'autre côté, on fait croire aux gens que l'opposition peine à mobiliser. Non, il faut laisser l'opposition s'émouvoir, il faut laisser l'opposition organiser des manifestations et voir si réellement cela ne va pas marcher. Mais quant à l'unité de l'opposition, je crois que nous parlons presque le même langage. L'opposition aujourd'hui exige un dialogue inclusif pour mettre fin aux tueries à l'est du pays et baliser la voie à des élections crédibles dans les délais constitutionnels. Alors, arrivons aux élections, justement. Les échéances électorales, elles arrivent. Comment vous envisagez, justement, d'aller aux élections sans réelle coalition de l'opposition? Est-ce que c'est possible? Est-ce que l'opposition peut battre Félix Tshisekedi ou voilà. Non, déjà ou le parti. Déjà Félix Tshisekedi ne sera plus candidat. Normalement non. Oui. Il est en train de finir son second et dernier mandat. Oui. Donc ici, il est question de parler de l'alternance politique au Congo. Chose qui est déjà un acquis du fait que Félix Tshisekedi ne sera plus candidat. Mais quant à l'unité de l'opposition, nous croyons que cette unité doit être plutôt basée sur un programme commun
une vision partagée, les opposants ne pourront pas quand même s'asseoir parce que ce sont des opposants. Ils vont se mettre ensemble comme objectif battre Tshisekedi, battre le camp Tshisekedi. Non. Le Congo aujourd'hui n'a pas besoin d'une simple alternance au pouvoir. Le Congo a besoin d'une gouvernance rationnelle. Des dirigeants qui viendront, qui mettront l'homme congolais au centre des préoccupations et qui trouvera des solutions à ces problèmes. Très bien, on vous entend, Jean-Marc Aboun. Merci beaucoup d'être venu dans le Journal de l'Afrique. Merci à vous, c'est la fin de cette édition. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et ce soir forcément de Kinshasa à Lubumbashi en passant par Paris. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci. Attendez.